Bonjour à tous et bienvenue dans les matins du Sénat. Nous allons suivre l'audition de Luc Lallemand, c'est le nouveau PDG de SNCF Réseau. Il est auditionné par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat. Le PDG qui reviendra notamment et qui s'expliquera sur la manière dont SNCF Réseau a géré cette crise du coronavirus, et il reviendra également sur les inquiétudes que suscite l'après-crise concernant notamment l'entretien et la rénovation du réseau ferroviaire ou encore l'avenir des petites lignes. On va donc tout de suite regarder l'audition du PDG de SNCF Réseau. Bien, mes chers collègues, nous allons commencer notre audition qui, je le rappelle, est en partie en présentiel et en partie en visioconférence. Donc on aura tout à l'heure des questions qui seront posées par des sénateurs présents et puis par des sénateurs qui, à distance, ont manifesté ou manifesteront le souhait d'interroger notre invité, qui est M. Luc Lallemand, président directeur général de SNCF Réseau. Nous sommes très heureux de vous accueillir, Monsieur le Président. Vous avez pris vos fonctions le 1er mars dernier. Nous avions prévu de vous auditionner à une date très proche de votre prise de fonction, et pour des raisons qu'il n'est pas besoin de rappeler, nous avons dû évidemment décaler cette audition. Nous sommes d'autant plus heureux de vous auditionner que malheureusement le Parlement a été récemment privé du droit qu'il avait d'auditionner le président de SNCF Réseau préalablement à sa nomination, comme c'était le cas depuis 2010. Nous avons eu l'occasion d'exprimer des regrets et même davantage, je le dis, même si naturellement vous n'y êtes pour rien. Nous aimerions vous poser bien sûr au cours de cette audition et vous entendre sur un certain nombre de sujets. Premier sujet évidemment très important, c'est la trajectoire financière de SNCF Réseau. Je rappelle que l'État a prévu une reprise de la dette de SNCF Réseau à hauteur de 35 milliards, que 25 milliards ont déjà été repris dans le cadre de la loi de finances pour 2020, que les 10 milliards restants devraient être repris dans le cadre de la loi de finances pour 2022. L'objectif de cette reprise de la dette est d'alléger les charges financières de la SNCF, de SNCF Réseau, pour que SNCF Réseau atteigne des ratios compatibles avec sa transformation en société anonyme. Et l'objectif de ce mécanisme, conjugué à des efforts de productivité, mais aussi à l'application de la règle d'or, est qu'SNCF Réseau atteigne l'équilibre en 2024. La crise du Covid-19 a évidemment entraîné un certain nombre de conséquences financières sur lesquelles nous espérons que vous pourrez nous donner un certain nombre d'éléments. Est-ce que vous avez pu d'ores et déjà évaluer les conséquences financières de cette crise? Comment comptez-vous faire face à ces conséquences financières? Est-ce que vous comptez demander à l'État de vous aider à couvrir les surcoûts, étant entendu qu'évidemment nous ne souhaiterions pas que cette situation conduise à ne pas remettre comme c'était prévu notre réseau à niveau, car il en a, vous ne me démentirez certainement pas, bien besoin. Le secrétaire d'État Jean-Baptiste Djebbari, que nous avons auditionné il y a quelques semaines, nous indiquait que les pertes se répercuteraient sur le contrat de performance qui doit ou qui devait, je ne sais pas ce que je dois dire, être signé avant l'été 2020. Et donc, pour savoir si je dois employer le présent ou le passé, vous me direz où en sont les négociations par rapport à ce contrat. Le secrétaire d'État nous avait également indiqué qu'en raison de la crise, vous devriez revoir votre calendrier et la priorisation des travaux. Vous nous avez indiqué dans un récent courrier que vous nous avez adressé que les travaux de régénération avaient repris et qu'ils étaient, je crois, replanifiés jusqu'en décembre 2020. Nous aimerions que vous puissiez nous en dire davantage. Que vous puissiez également nous dire si les 3,6 milliards que la LOM a prévu d'injecter chaque année dans le réseau, si ce chiffre de 3,6 milliards est toujours d'actualité. Et notamment en ce qui concerne un sujet sur lequel nous sommes évidemment très vigilants dans cette enceinte, et au-delà, c'est la question des petites lignes. Deuxième sujet très important pour nous, c'est la question du fret et de sa survie.
La crise du Covid-19 n'a pas arrangé la situation du fret. Elle a en revanche confirmé le caractère indispensable du fret, dont la part modale n'a fait que diminuer au cours des années. Alors SNCF Réseau a bien sûr un rôle très important, puisque c'est vous qui répartissez comment dirais-je, je cherche le terme exact. Non, je ne sais pas, enfin peu importe, les capacités, je cherchais le terme technique, mais Didier Mandelli va... Les sillons, voilà, merci beaucoup. Les sillons entre les voyageurs et le fret, et donc vous avez évidemment un rôle très important à jouer, d'autant plus que ce qui est souvent reproché au fret ferroviaire, c'est le manque de ponctualité, une ponctualité qui est tout à fait essentielle pour ses clients. Donc nous aimerions également que vous puissiez nous dire quels sont vos projets par rapport au fret, pour que le fret ne soit plus une simple variable d'ajustement par rapport à l'attribution des sillons. Dernier élément en ce qui me concerne, mais je suis certain que Didier Mandelli complétera et mes collègues aussi, nous aimerions savoir où en est SNCF Réseau de la préparation de l'ouverture à la concurrence et notamment de la question de l'indépendance de SNCF Réseau par rapport à la société mère. Là aussi, nous avons eu à exprimer un certain nombre d'inquiétudes par rapport aux ordonnances qui ont été prises sur la gouvernance, des inquiétudes qui ont été évoquées avant nous par l'ARAFER, et nous avons nous-mêmes repris à notre compte ces inquiétudes, puisque évidemment l'ouverture à la concurrence ne peut pas se faire s'il n'y a pas une réelle indépendance des différentes sociétés et d'SNCF Réseau par rapport à la société mère. Voilà quelques-uns des points que je voulais évoquer en introduction. Je vous laisse, Monsieur le Président, la parole, puis Didier Mandelli interviendra, ainsi que tous mes collègues ici présents ou ici en ligne qui le souhaitent. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, tout d'abord, je souhaiterais vous dire à quel point je suis heureux d'être parmi vous cet après-midi. Je suis ravi que ma première intervention devant la représentation nationale se fasse au sein de la Chambre des territoires, qui est particulièrement attentive aux défis et aux enjeux que souhaite relever SNCF Réseau. J'ai pris mes fonctions de président-directeur général de SNCF Réseau le 1er mars dernier. Mon audition devant votre Assemblée était initialement prévue début avril, mais n'a malheureusement pas pu se tenir en raison de la crise que nous traversons. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais brièvement me présenter à vous et puis je procéderai à une intervention liminaire de 15 minutes environ. Je suis ingénieur commercial de formation et titulaire d'un diplôme d'officier de pont de la marine marchande. J'ai rejoint la SNCB qui à l'époque était la petite sœur en 6 fois moins grand de la SNCF, où en 1991, j'ai occupé différentes fonctions avant d'en être le directeur financier pendant 3 ans. Et puis au moment de la scission de la SNCB en 3 entreprises séparées, j'ai fondé et dirigé le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires belge, Infrabel, et ce pendant plus de 15 ans. En parallèle, j'ai été administrateur de Réseau Ferré de France de 2007 à 2015 et de RATP DEF de 2011 à 2020, ce qui m'a permis de me familiariser au secteur des transports en France. Alors, tout d'abord, je souhaiterais vous exposer la manière avec laquelle SNCF Réseau a géré la crise sanitaire. Depuis le début de l'épidémie Covid-19, SNCF Réseau a été guidé par 2 préoccupations fondamentales. La première, c'est de garantir la sécurité sanitaire de ses salariés et de ses clients, ainsi que de l'ensemble des intervenants dans ces activités. Et la deuxième, c'est de répondre aux besoins évolutifs des clients. C'est dans ce cadre que nos activités ont pu être organisées en 3 priorités. D'une part, assurer le niveau de maintenance nécessaire du réseau pour garantir les circulations dans la durée, pendant et au-delà de la période de confinement. Ensuite, c'est d'assurer la gestion du trafic des trains de voyageurs et de fret, trains qui ont été maintenus, surtout les trains de fret pendant la crise. Et troisièmement, c'est de reprendre très progressivement les chantiers d'investissement après une phase d'arrêt survenue suite à la mise en place du confinement de la population. Pour assurer la continuité de l'approvisionnement et de la vie économique sur le territoire, SNCF Réseau a donné une priorité absolue
au trafic de fret. Il s'agissait en effet d'assurer l'approvisionnement des entreprises et de la population. Je pense par exemple au transport massif de carburant, de produits alimentaires, de matériel militaire, de produits liés à l'industrie chimique ou pharmaceutique. Chaque jour, pendant la période de confinement, environ 700 trains de fret ont circulé sur le réseau. C'est peu connu, soit près de 70% des trains de fret d'une journée ordinaire. Important à noter, c'est que la baisse du volume a été liée à la réduction de la demande et pas, comme ça a été parfois dit, à la difficulté de satisfaire cette demande. La tenue et la bonne gestion des postes d'aiguillage et des centraux sous station, ce sont les centres qui gèrent l'alimentation électrique de la caténaire, fondamentale pour le trafic, est indispensable à la circulation des fameux trains sanitaires, des trains de voyageurs ou de fret. Et de ce fait, la très large majorité du réseau est donc restée ouverte, avec souvent, évidemment, des adaptations horaires. Pourtant, dans certaines régions, SNCF Réseau a dû faire face à une diminution significative des agents disponibles. Au-delà de l'entretien du réseau exploité qui a pu se poursuivre, SNCF Réseau a dû constater l'arrêt de l'essentiel des chantiers d'investissement. Dans quelques cas, parce que ces chantiers empêchaient la priorité à la circulation des trains de fret, mais surtout, dans la grande majorité des cas, du fait de l'arrêt de l'ensemble du secteur des travaux publics au début du confinement. SNCF Réseau a veillé à un arrêt maîtrisé des différents chantiers pour permettre leur sécurisation et faciliter les conditions de reprise. Cet arrêt des chantiers a été commun à l'ensemble du secteur BTP et il a fait l'objet d'un travail entre l'État et les fédérations professionnelles avec les principaux maîtres d'ouvrage pour définir les modalités de travail qui permettent la reprise de l'activité. Avec toujours une priorité en ligne de mire, c'est de garantir la sécurité sanitaire des salariés. Ce travail a abouti au début du mois d'avril à la publication d'un guide de l'organisme professionnel de prévention du BTP qui a été validé par les ministères de la Santé et du Travail. L'ensemble de ces mesures de protection sanitaire a permis une reprise progressive des chantiers d'investissement. Dès le début du mois d'avril, certains chantiers prioritaires avaient redémarré. Je pense au fameux talus de Sèvres. Et dès la mi-avril, nous avions repris plusieurs très grands projets, tels que le redémarrage des travaux du tunnelier dans le chantier Éole, le 21 avril dernier. On peut dire à ce jour que 85% des chantiers d'investissement ont redémarré et que 100% des chantiers aura redémarré fin juin au plus tard. Rien n'aurait pu se réaliser sans l'engagement et la mobilisation forte des cheminots qui ont été au rendez-vous. J'ai pu le constater une nouvelle fois dans mon expérience du secteur ferroviaire. Les cheminots font un travail admirable, souvent méconnu. Qu'ils gèlent à pierre fendre ou par canicule, les femmes et les hommes du rail travaillent à l'amélioration du réseau. Ils sont profondément attachés à leur outil de travail. Ça a été vrai que ce soit pour la maintenance essentielle du réseau ou pour l'organisation exceptionnelle des trains sanitaires ou encore pour assurer une continuité du transport de marchandises grâce en particulier aux horaristes et aux aiguilleurs. Comme l'a indiqué le président du groupe, Jean-Pierre Farandou, la force du groupe SNCF, c'est d'être un groupe d'utilité publique. D'autant plus en période de crise, les cheminots font preuve d'un engagement et d'une mobilisation sans faille. J'en viens maintenant, Monsieur le Président, à la situation économique et financière de SNCF Réseau et à ce qui peut constituer, après 3 mois à la tête de SNCF Réseau, dont 2 mois et demi en gestion de crise Covid-19, à ce qui peut constituer un petit peu mon rapport d'étonnement. Sans conteste, le rail français est un des plus beaux outils de mobilité au monde. Et je sais à quel point les Françaises et les Français aiment leur chemin de fer. Le chemin de fer fait partie du patrimoine, de leur patrimoine national. Le réseau ferré français est le 2e réseau européen après le réseau allemand.
Il est composé de plus de 46 000 km de voies. Je vous interromps une seconde. On me signale dans le fond de la salle qu'on ne vous entend pas très bien et qu'il faudrait que vous redressiez le micro plus vers vous, comme ça. Voilà. J'espère que ça ira mieux. Mais Monsieur Bignon, vous pouvez aussi vous rapprocher. Vous avez le droit de vous rapprocher. Voilà, Allez-y, Monsieur le Président. Je crois que ça ira mieux comme ça. J'étais un peu trop loin du micro, toutes mes excuses. 2600 km de lignes à grande vitesse, hein, qui sont vraiment un outil tout à fait remarquable. Et puis ce réseau français, il a 3 grandes spécificités. La première, c'est sa taille, très étendue. Je pense aux 15 400 passages à niveau, je pense à plus de 132 000 ouvrages d'art, je pense aux 2200 postes d'aiguillage. Puis une deuxième grande caractéristique, c'est sa vétusté, avec un âge moyen de la voie de 30 ans, de la caténaire de près de 40 ans, les appareils de voie près de 29 ans, et l'âge moyen des appareils de signalisation se situe autour de 26 ans. Donc, l'âge moyen des composants du réseau est assez important. Et puis la troisième caractéristique de notre réseau, c'est la diversité des trafics. Le trafic est en effet très polarisé entre des zones très saturées, évidemment l'Île-de-France en premier lieu, et puis des zones où le trafic est nettement plus faible. Les efforts consentis par les gouvernements depuis 2012 ont permis de stabiliser la tendance au vieillissement pour la voie, mais pas pour les autres composantes du réseau. Et donc il s'agit bien d'une stabilisation, hélas pas d'une amélioration. Le retard important accumulé depuis 30 ans sera long à résorber. Il requiert des efforts importants et durables, malgré les efforts du pacte ferroviaire. Pacte ferroviaire qui a permis de réintensifier les montants affectés à la régénération. Un audit indépendant sur le réseau français qui a été réalisé il y a 3 ans par une équipe d'experts internationaux, hein, qui est une spin-off de l'École polytechnique de Lausanne, a permis d'objectiver toutes ces données. Fondé sur le constat de la poursuite du vieillissement du réseau français et de l'entrée des lignes à grande vitesse de première génération dans le cycle de rénovation, le rapport de l'École polytechnique de Lausanne a recommandé une augmentation progressive du budget de rénovation à 3,5 milliards d'euros par an, contre 2,8 à 2,9 pour l'instant. L'effort indispensable de régénération et de modernisation du réseau s'inscrit dans un nouveau cadre économique et financier. En effet, le 1er janvier dernier, l'entreprise est devenue une société anonyme et en parallèle avec cela, SNCF Réseau doit ramener les cash flows à l'équilibre à l'horizon 2024. Pour mémoire, le cash drain de SNCF Réseau en 2019 s'élevait autour des 2 milliards d'euros. Cet objectif qui est véritablement existentiel pour la société, non seulement vis-à-vis de l'État, non seulement vis-à-vis du groupe SNCF, cet objectif vis-à-vis du groupe SNCF qui est lui-même engagé dans un processus de redressement de ses comptes, mais l'objectif est tout aussi essentiel vis-à-vis des parties prenantes et vis-à-vis des collaborateurs pour éviter tout accident à l'avenir. L'équilibre financier, attention, il ne s'agit pas de faire du profit, on parle d'équilibre financier qui est indispensable à la viabilité d'une société anonyme. Comme dans une famille, j'oserais dire, comme dans une famille, la totalité des dépenses ne peut pas excéder la totalité des recettes. Pour atteindre cet équilibre, nous, SNCF Réseau, nous devons d'abord montrer l'exemple de la frugalité. Nous allons réaliser un programme de près de 1,6 milliard d'euros sur 10 ans en économie de coûts et en gain de productivité, étant entendu que productivité ne veut pas dire travailler plus, mais veut dire que chaque heure prestée est plus productive par une organisation efficace de l'outil industriel. Ensuite, l'État intervient avec un désendettement de près de 35 milliards d'euros et avec le recyclage dans le réseau des dividendes reçus du groupe SNCF, qui sont, hélas, suite à la crise Covid-19, en très forte diminution. Donc, l'équation est simple à poser, un petit peu plus difficile à résoudre.
il y a d'une part une exigence de retour à l'équilibre financier, et puis d'autre part un retard important de rénovation à combler. À cela s'ajoutent de nouvelles normes dont nous ne contestons pas le bien fondé, mais que nous devons absorber dans nos comptes. Il s'agit par exemple de l'annonce de la fin du glyphosate d'ici fin 2021 et des conséquences de la loi Didier sur la prise en charge des ouvrages d'art et des conséquences de la grève de la réforme afférente à la réforme des retraites. Et puis, last but not least, le choc Covid a été particulièrement difficile pour SNCF Réseau, qui a vu ses recettes de péage fortement diminuer et a dû faire face au surcoût des travaux liés aux mesures prises dans le cadre du contexte sanitaire. Le futur contrat de performance entre l'État et SNCF Réseau est donc crucial. Son enjeu sera de parvenir à conjuguer une trajectoire de retour à l'équilibre avec un niveau ambitieux de régénération du réseau. En effet, les besoins de rénovation vont croissant, les lignes à grande vitesse doivent être rénovées, la rénovation doit être étendue à la signalisation, les caténaires et les ouvrages d'art. Je souhaiterais accélérer la rationalisation de l'outil industriel pour faire du réseau français un fleuron européen. Concrètement, engager une réduction du nombre de postes d'aiguillage par la création de grands centres de commande centralisés, d'une part, et d'autre part, réduire significativement le nombre d'appareils de voie, aiguillage, traversée, jonction double. Enfin, le contrat de performance devra éclairer l'avenir des lignes de desserte fine du territoire. Aujourd'hui, SNCF Réseau entretient 100% du réseau, mais ne peut pas rénover 100% du réseau. Le cadre de la loi d'orientation des mobilités peut nous permettre de repenser notre relation partenariale avec les régions sur ce sujet. Enfin, je ne peux terminer mon propos, Monsieur le Président, sans évoquer un éventuel plan de relance pour le ferroviaire. Il convient de distinguer deux enjeux bien distincts. D'une part, le premier est de pouvoir préserver les investissements prévus au pacte ferroviaire, et d'autre part, le second est d'identifier à quelles conditions pourrait-on faire plus si l'État décide d'un plan de relance fondé sur des objectifs de soutien de l'activité et de baisse des émissions de CO2. Certes, l'infrastructure n'est pas une activité de court terme. En revanche, elle a des effets multiplicateurs, notamment en termes de soutien à la filière industrielle. Par ailleurs, le train a une double vertu. Il économise l'espace et il économise les ressources. Il représente 10% du transport de voyageurs et de marchandises, mais seulement 1,6% des consommations d'énergie et 0,6% des émissions de CO2 des transports. Je relaye ainsi la demande du président du groupe, Jean-Pierre Farandou, de donner au ferroviaire toute sa place dans le monde des nouvelles mobilités et de doper sa capacité d'investissement. Monsieur le Président, le train est un moyen de transport fabuleux. La France dispose d'un phénoménal actif ferroviaire et de cheminots passionnés et très engagés. Le train peut projeter notre pays résolument dans la transition écologique. Elle peut ainsi continuer à démontrer que la France reste un des meilleurs endroits pour vivre sur la planète. Tous ensemble, soutenons le ferroviaire. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, pour votre attention et me tiens à votre disposition pour toutes vos questions. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais tout de suite donner la parole à Didier Mondelli, qui est référent sur les questions de transport ferroviaire dans notre commission. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le PDG de SNCF Réseau. Je vais rebondir sur vos derniers propos. Nous sommes évidemment prêts ici à la Commission à soutenir le ferroviaire. Nous avons pu le démontrer au travers des travaux de la Commission et des différentes auditions qui ont été menées jusqu'à ce jour. Jusqu'à cette audition qui me permet de vous poser 4 questions précisément. La première concerne le fret ferroviaire. Vous avez évoqué le chiffre de 70% pour la mise en œuvre des transports pendant le confinement. Les entreprises signalent effectivement que SNCF Réseau a pu très bien travailler et assurer 95% des plans de transport. Donc c'est à souligner, mais en même temps ça démontre que
Jusqu'à présent, ça n'était pas le cas. Et notre crainte, c'est que cette situation ne retrouve son lit d'avant, je serais tenté de dire, puisque la non-circulation des trains de transport de voyageurs et l'arrêt d'un certain nombre de travaux a permis effectivement de fluidifier et d'améliorer la desserte ferroviaire. La moyenne de circulation est en général prévue à hauteur de 100 km/h et on sait que c'est en général plutôt proche de 30 km/h en moyenne sur le fret. Donc notre souci, c'est vraiment que le fret prenne toute sa place et que les sillons puissent être prioritaires également sur ce volet. D'autant, je fais une parenthèse, mais que si demain nous avons quelques trains de nuit, ce que beaucoup souhaitent, il faudra aussi faire cohabiter ces deux types de transports. Ma deuxième question, elle porte sur vous l'avez évoqué également, le président l'a évoqué, sur la conclusion du contrat pluriannuel entre la filiale de SNCF Réseau, chargée de la gestion des gares, et l'État, et comment ce contrat va-t-il s'articuler avec le contrat de performance entre SNCF Réseau et l'État? Troisième question, concernant les petites lignes ferroviaires, vous avez fait référence à la LOM et la possibilité pour les régions désormais de s'engager sur ces lignes, en tout cas en termes de rénovation. Le ministre nous avait présenté des plans d'action régionaux en février, en tout cas pour 2 régions dans un premier temps, avec des investissements qui avaient été estimés à une époque autour de 7 milliards d'euros. Qu'en est-il aujourd'hui et quels sont les montants qui seront effectivement investis par SNCF Réseau, aux côtés des régions éventuellement, sur ces petites lignes? Dernière question, elle fait référence à une lettre que vous a adressée récemment la présidente de la région Île-de-France, Madame Pécresse, selon laquelle SNCF Réseau privilégierait les travaux du CDG Express au détriment des travaux de rénovation des RER B et D. Est-ce que c'est avéré? Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce point et nous indiquer comment les arbitrages d'ailleurs sont rendus en matière de priorisation des chantiers? Voilà pour l'essentiel. Je crois que mes collègues auront beaucoup de questions également à poser. Merci, Monsieur Mandelli. Je vais donner la parole à Michel Vaspart, puis à Martine Filleul, puisque Michel Vaspart est rapporteur de la mission d'information sur la compétitivité des ports et Martine Filleul en est présidente de cette mission. Et puis ensuite, vous pourrez répondre à cette série de 3 questions avant que je ne redonne à nouveau la parole à d'autres collègues. Monsieur Vaspart. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la SNCF Réseau, oui. Ma collègue Martine Le Filleul préside une mission dont je suis rapporteur, qui est notamment une mission qui s'intéresse aux grands ports français, aux grands ports maritimes en général. Nous avons eu l'occasion d'aller dans tous les grands ports français depuis maintenant le mois de décembre dernier. Nous sommes également allés à Rotterdam, nous sommes allés à Anvers. Il nous a manqué, pour des raisons qui ont été évoquées tout à l'heure, un déplacement à Gênes. Et nous voulions d'une part voir quelles étaient les raisons qui faisaient que nos grands ports maritimes français prenaient du retard, ont pris du retard et continuaient à prendre du retard sur le fret international par rapport à un certain nombre d'autres grands ports européens, dont notamment, comme je vous le disais, Anvers, Rotterdam, qui est près du Havre, mais également le Pirée, Gênes et même Trieste. Donc ce sont des ports qui nous entourent, on parle moins de Barcelone. Et nous avons effectivement eu énormément d'informations, qu'elles soient des informations qui nous viennent de Belgique, ou que ce soit les informations qu'on a pu récolter sur le territoire national au travers de nos auditions, mais également les visites que nous avons pu faire. Grand port veut dire intermodalité. S'il n'y a pas d'intermodalité équilibrée, eh bien évidemment nous continuons à engorger les routes. Donc l'intermodalité, c'est le fluvial et le ferroviaire. Nous avons la chance en France d'avoir un des très grands ports céréaliers d'Europe, qui est Rouen. Nous avons La Rochelle aussi, mais nous avons Rouen. Et nous avons eu une surprise extrême lorsque nous avons auditionné et visité le port de Rouen. C'est qu'il nous a été signalé qu'aujourd'hui, l'acheminement des céréales depuis les silos qui sont en campagne et qui sont desservis par des capillaires. Les capillaires sont en très mauvais état. Personne actuellement n'envisage de les rénover.
Et aujourd'hui, nous en sommes à entendre, lors de nos auditions et de nos visites, que le transport qui se fait aujourd'hui par voie ferrée risque d'être transféré par la route, tellement les capillaires sont en mauvais état. Donc vous imaginez que notre commission y est particulièrement sensible, car ça va à l'encontre de tout ce qu'on peut faire en matière d'équilibre d'intermodalité et également de lutte contre le CO2 et l'engorgement de nos routes. L'engorgement de nos routes nous a été signalé dans beaucoup de grands ports français. Nous sommes très en deçà en matière d'intermodalité ferroviaire au départ des grands ports de ce qui se fait dans les pays voisins. Donc, Monsieur le Président, il y a un réel problème. Nous ne pouvons pas envisager qu'il y ait du fret actuellement transporté par le fer qui soit transporté demain par la route. Ça serait véritablement un scandale. Je ne parle pas du fluvial parce que vous n'êtes pas directement concerné, mais c'est un vrai sujet et je voudrais savoir quels sont les moyens actuellement que vous allez consacrer, que vous allez consacrer à la rénovation de ces capillaires qui desservent les ports céréaliers français. Merci, Monsieur Vaspart. Madame Filleul. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président de SNCF Réseau. Je ne voudrais pas répéter mal ce qu'a fort bien dit Monsieur Vaspart, le rapporteur de la mission. Peut-être effectivement aller dans son sens en disant que nous avons constaté au cours de notre périple le manque de connexion des ports avec le rail et avec les fleuves, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens et tout particulièrement dans les pays du Nord, Amsterdam, Rotterdam. Mais j'allais dire qu'il y a un vrai problème d'infrastructure et il est vraiment urgent de se pencher sur ce problème d'infrastructure. Mais au-delà des investissements, se pose également la question de la qualité du service rendu aux chargeurs et aux entreprises ferroviaires par SNCF Réseau. Nous avons entendu parler d'une nécessité de faciliter la fluidité et la qualité du service. Par exemple, en termes d'application numérique de suivi en direct, d'amélioration de la procédure de commande, de sillon, ou encore d'optimisation du préconstruit. Est-ce que vous avez effectivement le projet d'avancer dans ce sens? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Madame Filleul. Monsieur le Président, je vous propose de répondre à cette première série de questions. Éventuellement, si vous pouviez répondre à quelques-unes des questions que j'ai posées et auxquelles je n'ai pas eu réponse, j'en serais très heureux. Mais si vous ne le faites pas, je suis certain que Monsieur Jacquin va reprendre mes questions. Donc, de toute manière, vous n'y couperez pas. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, sur le fret ferroviaire, donc, je crois, sur le fret ferroviaire... Dans le micro, s'il vous plaît, parce que là aussi, on me fait signe. Sur le fret ferroviaire, je pense qu'il convient de distinguer deux grands sujets. Le premier sujet est le sujet des investissements. Et puis, l'autre sujet est le sujet des pistes d'amélioration de la qualité du service pour le fret. Alors, sur les investissements, on est dans un contexte où on a de lourdes opérations de régénération qui sont en cours sur les axes structurants du réseau et qui sont programmées évidemment sur plusieurs années et qui servent tant les intérêts des clients du fret que les intérêts dans le secteur voyageur. Alors, ces propositions qui émergent de la demande du relance du fret ferroviaire, ce sont avant tout en réalité des projets ou des accélérations de projets d'investissement qui ont déjà été identifiés. Alors, le point critique là-dedans, et malheureusement avec le ferroviaire, c'est souvent le cas, hein, le point critique c'est le financement. On est suspendu à la condition de pouvoir les produire en termes de ressources financières, de travaux, et sous la réserve aussi, parce que ce n'est pas toujours uniquement une question d'euros, qui ne réduisent pas la capacité commerciale qui est revendiquée par les clients ou par d'autres clients. Et ces investissements nécessitent également un financement spécifique, dans certains cas, que, compte tenu de la situation financière de SNCF Réseau, on ne peut malheureusement pas assumer. Alors, la voie de l'espoir, je pense, qui est en cours
sur lesquels il y a des discussions qui ont été initiées pour l'instant avec l'État, c'est de pouvoir inscrire une partie de ces démarches dans le cadre d'un plan de soutien ou de relance post-Covid-19. Sur les pistes d'amélioration de la qualité du service, qui est le deuxième volet pour le fret, il y a plusieurs pistes qui sont soit déjà pratiquées, soit explorées. On a la généralisation à l'ensemble des grands axes fret d'une planification à 5 ans de la répartition des différents usages de la capacité. On a le fret et les voyageurs, mais on a aussi les travaux qui consomment de la capacité. Et donc cette répartition dans un sens qui préserve une capacité suffisante pour répondre aux besoins du marché du fret. Je pense qu'aujourd'hui, tous les interlocuteurs du fret s'expriment non seulement en termes d'investissement, mais aussi en termes de qualité du sillon. Alors, un autre exemple, c'est la mise en œuvre de mesures qui visent à préserver cette capacité autant que possible jusqu'au jour de la circulation, évoluer vers un système de réservation de la capacité qui assurerait une disponibilité d'une certaine réserve pour des commandes de fret tardives, parce que la gestion de l'infrastructure, pas seulement en France, mais sur toute l'Europe, est organisée avec une périodicité qui est planifiée très très longtemps d'avance, 1 an, voire 1 an et demi. Donc pour satisfaire les demandes, je dirais, de dernière minute, ça nous semble important de pouvoir réserver une capacité qu'on peut servir jusqu'au jour de circulation, puis évoluer vers un système qui offre aux clients du fret qui le souhaitent la possibilité de réserver une forme de capacité pluriannuelle, simplifier la procédure d'autorisation de transport exceptionnel, voire même réduire les cas de figure concernés par ces autorisations. Là, il y a des démarches qui sont en cours pour l'instant dans la société. Réduire la fréquence de survenance de situations dans lesquelles 2 branches d'un itinéraire alternatif sont en fait indispensables pour des circulations commerciales, ou je pense encore à des investissements pour poursuivre la digitalisation des outils de gestion de la capacité et de l'exploitation. Ça, on a une démarche qui est en cours et d'ailleurs de nouveaux applicatifs qui sont vraiment en cours non pas de développement, mais d'implémentation pour l'instant. En ce qui concerne la deuxième question sur l'articulation des contrats de performance, là je dois vous confesser que vu la crise du Covid-19, on a pris un sérieux retard par rapport au calendrier initial. Fin février, début mars, on était, je dirais, animé par l'espoir de pouvoir clôturer, voire signer ces contrats de performance fin avril, début mai au plus tard. Bien sûr, vous vous en doutez, les 10-11 dernières semaines ont été essentiellement consacrées à la gestion de cette crise très grave. Et nous devons maintenant, je dirais, d'abord arrêter les compteurs, ce qui n'est d'ailleurs pas encore fait à l'heure où je vous parle, arrêter les compteurs de la nouvelle situation financière. En ce qui me concerne pour SNCF Réseau, mais bien entendu, vu que SNCF Réseau s'inscrit dans une logique de groupe et de consolidation, SNCF Réseau est un contributeur ou un poids, selon la perspective avec laquelle vous le regardez, ou un point important dans les finances du groupe SNCF. Et là, on est en train de finaliser, je dirais, la situation post-Covid, afin de pouvoir rentrer avec les différents ministres et ministères concernés dans une discussion sur cette nouvelle situation financière, je dirais de T0, et puis de voir, compte tenu de cette nouvelle situation financière très dégradée, comment est-ce que ces contrats de performance pourraient s'articuler, et comment est-ce qu'on arrive à un équilibre ambitieux mais réalisable, entre d'une part les moyens qui seront consacrés au secteur et d'autre part ce que le secteur peut apporter en termes de fonctionnalité, de mobilité pour la nation. Donc sur le sujet contrat de performance, on est en réalité, avec la crise du Covid, on est plutôt au tout début des discussions. Sur la troisième question qui concerne les lignes de desserte fine du territoire, nous savons que c'est un sujet très difficile. Il y a plusieurs milliers de kilomètres de lignes de desserte fine du territoire
qui tombent dans les fameuses catégories UIC 7 à 9, c'est-à-dire les lignes les moins parcourues du pays. Je suis très conscient que c'est un sujet, Monsieur le Président, que vous-même et votre commission allez examiner et suivez de près. C'est un sujet difficile aussi parce qu'évidemment au niveau de SNCF Réseau, notre ambition et notre rêve, c'est que la totalité du réseau, les 33 900 km de lignes, puissent être parfaitement opérables et à un niveau de qualité acceptable pour la clientèle. Il y a un certain nombre d'initiatives particulières qui ont été prises par le ministre des Transports, M. Jean-Baptiste Djebbari. On est occupé pour l'instant à regarder avec lui et avec le ministère comment est-ce qu'on va mettre ça en œuvre dans le nouveau contexte, en sachant bien sûr que si on souhaite maintenir, je l'ai dit au cours de mon introduction, si on souhaite maintenir les 33 900 km de lignes qui représentent près de 50 000 km de voies dans le pays, eh bien, immanquablement, il faudra se reposer la question du financement. Et puis, votre quatrième question concernant la lettre de Madame la Présidente Pécresse sur le CDG Express, ben, là, ma réponse, elle est assez, pardonnez-moi l'expression, mais légaliste. Je pense que le projet CDG Express est un projet qui a été décidé, avec lequel nous avons une convention avec l'État. Et là-dedans, SNCF Réseau souhaite tout simplement remplir ses engagements contractuels. Je dirais, ce n'est pas parce qu'il y a eu la crise que nous avons connue qu'il y a lieu de modifier la vue que nous avons sur ce projet. Il y a une convention existante, chacun sait très bien ce qu'il a à faire et dans quel délai, et SNCF Réseau souhaite exécuter intégralement la convention qui a été signée. Alors, par rapport à vos questions, Monsieur Raspard, sur la question de l'intermodalité, on en est pleinement conscient. Bien sûr, la question d'assurer la mobilité dans l'Interland par rapport au grand port, c'est une question fondamentale pour le ferroviaire. Vous avez cité en particulier l'importance de l'acheminement des céréales au départ des capillaires. J'en suis pleinement conscient parce que j'ai eu l'occasion de me rendre compte à quel point ce que vous venez d'exposer est une réalité fondamentale du réseau français pendant la crise Covid-19. On a été particulièrement attentifs. On a eu des comités exécutifs tous les jours. Et au sein des discussions dans ces comités exécutifs, très régulièrement est revenue la préoccupation des céréaliers, en effet, et de l'alimentation par les capillaires du réseau principal pour le transport de céréales. Donc nous y sommes très très attentifs, ce qui ne veut pas dire que s'il y a, il n'y aura pas l'une ou l'autre difficulté opérationnelle, mais en tout cas, sur mon expérience des 10 semaines de Covid-19, on a eu des retours, je dois dire, plus qu'encourageants et même des félicitations de la part des intervenants dans ce circuit céréalier sur les efforts qui ont été faits sur les réseaux français pour pouvoir acheminer ces transports céréaliers. Et alors, Madame Filleul, par rapport à votre question sur l'application notamment du suivi numérique et des sillons, donc simplement vous dire à quel point je trouve que le numérique et la digitalisation de l'entreprise est incroyablement important. Dans mon ancienne vie, j'ai mené de très nombreux projets dans le numérique pour le gestionnaire des infrastructures ferroviaires belges. Je souhaite mener la même dynamique par rapport au réseau français, par rapport à SNCF Réseau. Mais cette numérisation n'a pas attendu mon arrivée, en toute humilité. Il y a déjà un certain nombre de projets très importants, comme le SIPH, qui sont en cours pour l'instant et qui sont en pleine déclinaison, notamment au niveau de la gestion numérique et digitalisée des sillons. Donc nous sommes sur cette voie, en tout cas. Ce qu'il faut bien dire quand on est dans un projet de numérisation d'une entreprise, c'est qu'il peut y avoir des maladies de jeunesse. Donc nous sommes résolument sur une stratégie numérique que je souhaite encore intensifier.
au sein d'ailleurs d'une stratégie numérique pour le groupe SNCF. Et donc, les efforts en cours non seulement ne vont pas être relâchés, mais vont même être intensifiés au cours des prochaines années. Plus globalement, je pense que les transports en commun en général, et donc en particulier le ferroviaire, ont vraiment un très grand intérêt stratégique à être les fers de lance des technologies numériques, parce que les technologies numériques, pour le client, qu'on soit en B2C ou qu'on soit en B2B, les technologies numériques pour le client permettent à la fois de mieux utiliser le produit, parce que ça permet de rentabiliser, entre guillemets, le temps pour le client passé à bord. Et quand il s'agit plus spécifiquement des clients en fret, le fait de numériser tous nos produits, c'est-à-dire la vente des sillons, mais aussi tous les autres produits qu'on offre en parallèle à la vente des sillons, ça permet de réaliser au niveau de notre clientèle des gains de productivité et aussi de simplifier l'accès aux produits ferroviaires qui, j'en conviens, n'est pas toujours le plus simple à vendre. Voici, Monsieur le Président, quelques premiers éléments de réponse. Merci, Monsieur le Président. Je vais donner la parole à Monsieur Chevrollier. Merci, Monsieur le Président de SNCF Réseau. Je salue tout d'abord votre ambition pour SNCF Réseau de devenir un fleuron européen. C'est un projet qui a du sens et je voudrais le souligner. Et également saluer, comme vous l'avez fait d'ailleurs dans votre propos, saluer l'engagement de vos collaborateurs pendant la période de crise sanitaire. Alors justement, cette crise sanitaire, est-ce que la Covid va faire dérailler le plan d'investissement dans le réseau, alors que, et vous en avez parlé, il y a cet enjeu extrêmement fort de la régénération du réseau. Il y a beaucoup d'inquiétudes, dans ma région en particulier, sur les investissements, sur l'entretien dans les petites lignes, avec aussi l'augmentation du coût et des délais. Donc il y a ce qui était prévu et il y a ce qui pourrait être vu dans le cadre d'un plan de relance des investissements dans le ferroviaire, qui n'est pas encore d'actualité. Nous, dans notre commission, Aménagement du territoire et développement durable, on met en avant très fortement les notions d'éco-conditionnalité. Oui, un soutien. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en avant en face d'un investissement supplémentaire dans le ferroviaire? Vous avez déjà évoqué le terme de la transition écologique. Est-ce que vous pouvez développer un certain nombre de points pour appuyer votre demande? J'aurais une autre question sur les 1,6 milliard d'économies générées dans le cadre d'une amélioration de la productivité avec une meilleure organisation. Quels impacts sociaux cela induira et notamment par rapport à une autre inquiétude et un autre débat qui a lieu actuellement aujourd'hui au Sénat sur l'emploi des jeunes, sur le recrutement de jeunes dans votre institution. Et dernier point, un sujet qui fait du bruit, ce sont les nuisances sonores des lignes à grande vitesse. Quelle est votre approche sur ce sujet où on a encore beaucoup de remontées sur le terrain? Merci. Merci, Monsieur Chevrollier. Monsieur Longeau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci pour vos propos et merci pour vos explications. Par contre, vos explications ont un intérêt, c'est qu'elles sont claires et franches, mais elles nous laissent un grand doute parce que, effectivement, entre la réalité et le rêve, je crois qu'il y a pire qu'un fossé. C'est celui, effectivement, des financements. Et ça nous inquiète parce que vous nous avez répondu exactement la même chose que nous a répondu Jean-Pierre Farandou il y a une dizaine de jours sur l'entretien des voies, en disant on n'a pas pu le faire pendant la période du Covid parce qu'il n'y avait pas d'entreprise. Après, on ne peut pas trop le faire parce qu'effectivement, il y a de la circulation. Mais moi, je me pose une véritable question, et c'est est-ce que ça, c'est bien la réalité, celle de ne pas pouvoir le faire à certains moments, ou est-ce que la réalité, c'est derrière le manque de financement? Et ce qui pose un vrai problème, c'est que nous sommes tous ici convaincus que le fret est important, et notamment dans la lutte contre les effets de gaz à effet de serre. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut être vraiment performant à partir du moment où nous aurons un réseau qui manquera d'entretien
et vous l'avez dit, parce que ce n'est pas depuis la semaine dernière qu'il manque d'entretien, ça fait des années et des années. Et entre le montant qu'il faudrait pour investir chaque année et le montant que l'on investit, il y a là aussi un fossé. Et bien sûr, vous avez proposé de faire des économies, mais je ne suis pas sûr que tout cela permettra de financer des réseaux qui nous permettront effectivement d'avoir un fret qui soit un fret de qualité, un fret qui réponde aux attentes des utilisateurs. Et je ne voudrais pas qu'on tombe dans ce que disait tout à l'heure Michel, c'est de, effectivement, à un moment donné, de remplacer le fret par mettre des camions sur l'ensemble des routes, parce qu'on n'aurait pas pu avoir les investissements nécessaires. Alors je sais que ma question n'est pas simple. Si, elle est simple, ma question. Ce qui est plus compliqué, c'est la réponse. J'ajoute qu'à la demande de M. Longeau, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, notre commission mettra en place une mission d'information justement sur l'avenir du fret ferroviaire. Monsieur Jacquin, n'oubliez pas de rappeler mes questions, vous êtes là pour ça. Oui, je vais le faire, Monsieur le Président, et je vous remercie d'avoir organisé cette audition, mais j'aimerais qu'effectivement, sur certains points, on ait des réponses plus précises, Monsieur le Président Lallement. C'est votre première rencontre avec le Parlement, alors que vous portez une des infrastructures essentielles de la nation. Et ce que je viens d'entendre, c'est une découverte de la situation française, très peu critique. Moi, j'aurais aimé de vous un rapport d'étonnement, puis un vrai regard neuf, comme vous pourriez le poser. Et vous semblez, là, pour l'instant, observer, en tout cas vous présenter comme ça. Qu'en est-il de réorganisation à venir à SNCF Réseau, par exemple? Vous procédez d'une manière très différente que celle du président de la holding de tête, M. Farandou, qui est, comment dire, plus rapide dans ses décisions de réorganisation, comme on l'a vu. Et une des questions auxquelles vous n'avez pas répondu, une question de mon président, c'est l'indépendance de SNCF Réseau. Sachez, Monsieur Lallement, que pendant les discussions du pacte ferroviaire, certains dans cette salle avaient dit qu'il faut une muraille de Chine entre SNCF Réseau et les opérateurs pour permettre l'ouverture à la concurrence. À la question de l'indépendance de SNCF Réseau, vous n'avez pas répondu. Vous avez répondu d'une manière qui m'inquiète lorsque vous avez évoqué à la deuxième question le contrat de performance en disant que SNCF Réseau appartient à une logique de groupe et donc il faut équilibrer les choses financièrement. On peut prendre les choses de deux manières, mais en termes d'indépendance, ça m'inquiète. Et ça m'inquiète au moment où non seulement M. Farandou a pris en main très fortement SNCF, mais sa férule, je la qualifie comme ça, est particulièrement dense. Votre prédécesseur en sait quelque chose. Alors, sur le contrat de performance, on a progressé un tout petit peu. Vous nous avez dit qu'on était au début des discussions, que tout était revu avec la crise du Covid. Tout le monde comprend la crise du Covid et il n'y a plus beaucoup de programmes qui tiennent à cause de la crise du Covid. N'empêche que par la loi, alors vous êtes arrivé en mars, mais dès le 1er janvier 2020, le Parlement aurait dû avoir la présentation de ce contrat de performance. Et M. Djebari nous a dit lors de sa dernière audition qu'on l'aurait cet été, mais vous nous dites qu'on est tout au début des discussions. Mon collègue vient de vous reposer la question du financement des petites lignes. Vous nous avez dit que, par votre non-réponse, que vous n'aviez pas la solution, malheureusement, et c'est vrai que c'est un sujet complexe, donc je vous repose cette question-là, et la question du Président sur les plus de 3 milliards de travaux qui étaient prévus, comment vont-ils être reprogrammés. Ça intéresse le Parlement, ça intéresse la nation, et moi je ne veux pas me contenter de poser des questions sans avoir de réponse, autrement ces auditions, moi je resterai chez moi, ou alors je les poserai par écrit, ou peut-être que c'est une solution. Sur la tarification des sillons, ça a été un tout petit peu évoqué, c'est une question très complexe. On attend le prochain document de référence réseau qui portera la tarification pour 3 années 2021-2023. Alors on est parti dans une logique de segmentation du réseau, des tarifications et des paiements proportionnels au trafic et à sa rentabilité. N'entre-t-on pas là dans une logique, je vais la comparer à la tarification à l'acte à l'hôpital. Vous allez me dire pourquoi je fais ce parallèle-là. On a décidé un jour de tout comptabiliser à l'hôpital, puis on arrive un jour à ne plus avoir la vision globale. Et un réseau ferroviaire unique
qui doit fonctionner avec un principe de péréquation interne, quand on commence à tout découper, eh bien, je fais ce parallèle dans ce moment tragique avec la situation du Covid, avec la logique économique qui a prévalu à l'hôpital, malheureusement. Je termine. Vous avez répondu à la question des trains du quotidien de mon collègue Didier Mandelli sur l'arbitrage Charles de Gaulle Express et RER B. Vous avez répondu obligation contractuelle, alors que sur d'autres dossiers, vous nous dites Covid, on revoit tout. Mais là, moi, je constate que l'arbitrage final qui est rendu, c'est en faveur des contrats et en faveur du Charles de Gaulle Express, qui est très loin des trains du quotidien. Sur le fret ferroviaire, moi j'ai proposé la gratuité pour 2020. Elle était en cours de discussion après la crise des grèves liées aux retraites. L'AFRA et certains opérateurs la demandent pour 2020. Je l'ai demandé dans un amendement. Si vous l'obtenez, Bercy en tiendra-t-il compte dans votre contrat de performance? Et je termine, j'ai été trop long, sur l'hommage que vous avez rendu au personnel, l'hommage chaleureux et nécessaire, il faut le dire, mais y aura-t-il des primes Covid à SNCF? Je vous remercie. Merci M. Jacquin. Monsieur le Président, je vous propose de répondre à cette série de 3 questions. J'ai encore 2 séries de 3 questions après, donc voilà. Je vous laisse répondre à celle-ci. Merci Monsieur le Président. Alors tout d'abord, la première question de Monsieur Chevrollier concernant que mettre en avant pour justifier un investissement supplémentaire. En fait, on est dans une situation où les enveloppes telles qu'elles sont programmées aujourd'hui pour la régénération ne sont pas suffisantes pour maintenir la totalité des techniques ferroviaires en état de stabilisation. On a une stabilisation pour la technique voie, qui est évidemment, en termes de sécurité, une des plus importantes avec la signalisation. Donc une stabilisation, voire une légère amélioration. Concernant les 2 autres techniques ferroviaires que sont la caténaire et les courants forts d'une part, et d'autre part la signalisation, les enveloppes actuelles du contrat de performance ne permettent pas de stabiliser la situation. Ça veut dire qu'on continue, sur ces 2 techniques-là, à se dégrader. Et surtout aussi, si je pense à la signalisation, ça ne permet malheureusement pas d'engager le réseau ferroviaire national français dans un investissement systématique dans les nouveaux systèmes de signalisation ERTMS et TCS. Mais je tiens à fortement nuancer ce propos en disant que comme la France a été au début des années 80, véritablement pionnière dans l'invention et la mise au point du TGV. Elle a fort logiquement développé des systèmes de signalisation qui n'étaient plus des systèmes de signalisation latérale mais embarqués. En France, ça s'appelle la TVM avec une première version et puis après il y a eu d'autres versions, notamment la TVM 430. Et la TVM, donc le système actuel de signalisation pour le TGV français, a les mêmes fonctionnalités que la signalisation européenne. La seule différence avec les TCS, signalisation européenne, c'est en fait que ce dernier système européen, lui, il est interopérable, là où la TVM française n'est pas interopérable. Donc il faut toujours faire attention de bien nuancer les choses. Sur le domaine de signalisation, il y a en effet l'enveloppe qui ne permet pas de stabiliser le domaine de la signalisation, ça se dégrade un petit peu, on ne peut pas faire les TCS, mais ne pas faire les TCS, c'est beaucoup moins grave que dans d'autres pays parce que le réseau TGV est équipé d'un système de signalisation à la base qui était déjà très performant. Et donc, quand on est dans une situation pareille et qu'on propose, le cas échéant dans une discussion qui a démarré, de faire un investissement supplémentaire, la difficulté de la discussion, c'est que ce n'est pas pour faire plus, c'est pour empêcher la dégradation et pour permettre de maintenir ce qu'on appelle dans le système ferroviaire la substance du réseau, c'est-à-dire qu'il faut un certain niveau il faut un certain montant annuel d'investissement pour la maintenance et le renouvellement pour maintenir le niveau. Et si on n'est pas à ce niveau-là, il y a une perte de substance. Et cette perte de substance, à un moment donné, il faut décider si on décide de la récupérer
ou bien si on ne la récupère pas, quelles sont les pertes de fonctionnalité sur le réseau. Donc que mettre en avant, j'essaye d'apporter une réponse précise à votre question, que mettre en avant pour justifier un investissement supplémentaire? C'est tout simplement de maintenir les fonctionnalités actuelles, voire de les améliorer dans un contexte de décarbonation des transports et de l'économie en France. Deuxième question que vous avez posée, c'est sur l'impact social des économies de 1,6 milliard d'euros, ainsi que l'impact potentiel sur le recrutement des jeunes. Alors, dans ce 1,6 milliard d'euros, qui est un montant cumulé sur 10 ans, il y a une très grande partie, plus de la moitié, dans le programme, qui consiste à réaliser des économies de coûts qui ne concernent pas le personnel. C'est-à-dire, par exemple, une meilleure relation partenariale avec nos partenaires industriels, où on pense plus au life cycle cost, notamment des installations, et où, par un partenariat plus solide entre les fournisseurs et SNCF Réseau, on parvient à réaliser des économies sur la chaîne de valeur industrielle. Après, pour l'impact social potentiel, nous n'irons pas plus vite que ce que permet la pyramide des âges et les départs naturels. Je pense que Jean-Pierre Farandou l'a indiqué à plusieurs reprises. L'emploi et la préoccupation du social dans le groupe SNCF restent une des préoccupations numéro 1. Et donc, nous allons organiser ces programmes en manière telle que, je dirais, ça ne dépasse pas le rythme naturel des départs de la société. Ensuite, en ce qui concerne le recrutement des jeunes, pardonnez-moi, je n'ai pas les chiffres encore en tête, mais il y a des recrutements extrêmement importants en nombre qui continuent à être effectués. Et je dirais que la difficulté qu'on a, c'est plutôt de les trouver dans des métiers qui sont fort demandés, les métiers de l'ingénierie, les métiers techniques, de les trouver et puis d'avoir la capacité de formation, plutôt que en fait avoir le pied sur la pédale de frein. Donc pour le recrutement des jeunes, je suis très optimiste. Nous allons continuer à SNCF Réseau, et je peux même vous dire pour la totalité du groupe SNCF, nous allons continuer à recruter massivement des jeunes, et en particulier dans tous les métiers techniques. Pour votre question sur les nuisances sonores sur les LGV, je vous présente mes excuses. C'est un sujet que je n'ai pas encore pu documenter. Et donc, plutôt que de vous donner des éléments qui ne seraient pas précis, je me permettrai, Monsieur le Président, si c'est possible et si c'est l'usage de votre commission, d'y répondre par écrit. Alors, concernant les questions de Monsieur Longeau, excusez-moi. Peut-on être performant avec un réseau qui manque d'entretien? Je dirais que c'est toute la discussion que nous aurons avec l'État dans le cadre du contrat de performance. En réalité, je crois qu'on peut formuler l'équation comme ça. Il y a les deux extrêmes à l'équation, et puis entre les deux extrêmes, il y a autant de nuances de gris. La première extrême, celle à laquelle on rêve et qui est la plus favorable pour le réseau, c'est qu'on atteigne des montants de régénération qui permettent de maintenir la totalité du réseau français dans l'état où il est, voire d'améliorer, puisqu'on a pris un certain retard, voire d'améliorer l'état du réseau. Ça nécessite un effort financier qui n'est pas négligeable. Il faut qu'on ait des discussions approfondies avec l'État là-dessus, qu'on parvienne à le convaincre que c'est nécessaire. Et puis, l'autre partie, je dirais l'autre extrême, c'est de renverser le raisonnement et de dire on part avec une certaine enveloppe qui est capée, qui est limitée, et puis à l'intérieur de cette enveloppe, comment est-ce qu'on devrait privilégier, par quel levier ou par quelle priorité est-ce qu'on devrait privilégier le développement du réseau. Et là, si vous regardez le plan stratégique notamment qui est en cours au niveau de SNCF Réseau, tout en ne perdant absolument pas de vue l'importance des lignes de desserte fine du territoire, il y a tout de même une priorité à ce que l'argent du contribuable soit orienté sur le réseau qui est le plus parcouru. Alors, entre les deux,
comme je disais, il y a autant de nuances de gris, mais vous connaissez les montants qui sont nécessaires pour pouvoir au minimum stabiliser, ce qui représente une différence de l'ordre de 600 à 700 millions d'euros par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et toute la question est de savoir où va se situer finalement l'arbitrage final. Alors, vous avez parlé de performance, mais je sais que le sujet de la libéralisation et de l'ouverture à de nouveaux clients et de nouveaux opérateurs est un sujet qui est une grande préoccupation de votre commission, Monsieur le Président, et qui est aussi une grande préoccupation de SNCF Réseau, parce qu'il est clair qu'un réseau qui est plus parcouru avec un plus grand nombre d'opérateurs est un réseau qui est mieux rentabilisé. Donc évidemment aussi du point de vue du réseau, au plus il y a de trains qui parcourent ce réseau, au plus on dispose de moyens pour l'entretenir et pour l'améliorer. Donc la question de la maintenance du réseau et de son bon entretien, c'est aussi une question stratégique dans la libéralisation. On observe sur les grands réseaux en Europe, et pas que d'ailleurs, que la libéralisation a bien fonctionné, notamment sur les réseaux qui ont été bien entretenus. C'est beaucoup plus difficile, pardonnez-moi, c'est beaucoup plus difficile d'organiser une compétition ou d'attirer de nouveaux clients sur un réseau qui est dégradé. Donc ce n'est pas seulement un enjeu de performance pour nous, c'est aussi un enjeu de pouvoir attirer potentiellement de nouveaux clients ou de mieux satisfaire les clients existants, qu'ils appartiennent au groupe SNCF ou qu'ils soient en dehors du groupe SNCF. Alors, concernant les questions de M. Jacquin et la prolongation de vos questions, Monsieur le Président, je ne les ai pas oubliées, vous me demandez des réponses plus précises, donc je vais faire un effort particulier, notamment sur le rapport d'étonnement et plus critique qui serait attendu. Ben, tout d'abord, je tiens à vous dire que je ne suis pas critique pour le plaisir d'être critique. Je pense que le secteur ferroviaire, pas seulement qu'en France, mais un peu partout en Europe, est un secteur qui est passionnant, notamment parce qu'il touche à toutes les dimensions de la vie sociale, économique, politique d'un pays. Et donc, c'est aussi un secteur où un peu partout en Europe, il y a une interaction extrêmement forte, évidemment, avec la décision politique, avec les élus qui ont la légitimité suprême des décisions. Mon rapport d'étonnement, pour le relibeller avec d'autres mots, c'est un réseau, je dirais, à 2 voire 3 visages. Il y a ce réseau TGV qui fait l'admiration, j'espère, à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur, qui est en très bon état, mais comme je l'ai dit dans mon introduction, les lignes les plus anciennes, elles datent du début des années 80, hein, je pense notamment à Paris-Lyon. Donc il y a là un effort qui va devoir être fait, comme le restant du réseau, pour les maintenir correctement. Mais donc le réseau LGV, je pense qu'il est très performant. Après, on a ce qu'on appelle les UIC2 A6, donc c'est le réseau structurant, sur lesquels, sur certaines lignes, il y a de gros efforts à faire et qui sont en cours. Hein. Il y a notamment la technique des suites rapides qui a été mise en œuvre et qui est observée avec, là aussi, beaucoup d'attention par beaucoup d'autres réseaux étrangers, qui consiste à régénérer certains tronçons de lignes ou certaines lignes de manière accélérée. Donc il y a ce deuxième réseau qui est en cours de régénération, qui est le réseau structurant, et qui concerne ce qu'on appelle les trains d'équilibre du territoire, qui sont extrêmement importants dans un pays qui a une géographie et une taille qui se prêtent extraordinairement bien au train, puisque le train est fort entre quelques kilomètres jusqu'à 1000, 1200 kilomètres. Donc ce pays est vraiment le pays du train au niveau de sa taille et de sa forme. Et puis il y a un troisième réseau, sur lequel immanquablement je suis un peu plus critique quant à son état, hein, c'est le réseau de lignes de desserte fine du territoire. Et là, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises par le ministre, qu'on viendra maintenant de voir dans le cadre du contrat de performance, et notamment les montants qui seront consacrés en financement. Quel avenir est-ce qu'on peut donner à cette partie-là du réseau? Donc,
peut-être pas un rapport critique, mais en tout cas un rapport d'étonnement sur, je dirais, un réseau que je pourrais qualifier de réseau aux 3 visages. La question de l'indépendance de SNCF Réseau. Alors, là, tout d'abord, pour moi, c'est extrêmement simple. À un moment donné, le Parlement d'un pays, l'Assemblée nationale, vote des lois. Et nous, je dirais, qui sommes-nous en toute humilité pour faire autre chose? Donc, il y a un système de normes juridiques qui a été voté avec les derniers textes qui ont été publiés le 31 décembre. Hein. Je crois que c'est le 31 décembre que les derniers textes ont été je ne sais pas si c'est voté ou publié que je dois dire, pardonnez-moi cette imprécision, mais en tout cas, moi je suis légaliste. Donc on est dans un système où l'État français a souhaité mettre en place un groupe SNCF intégré, auquel appartient SNCF Réseau comme société anonyme. Dans la société anonyme SNCF Réseau, je dirais par différenciation des autres sociétés anonymes, il y a tout de même un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place pour garantir non seulement l'indépendance des fonctions essentielles que sont la tarification de l'infrastructure et l'attribution des sillons, mais aussi un certain nombre d'autres choses. Par exemple, il y a une protection particulière en matière de décision d'investissement. Et puis, il y a les pouvoirs qui ont été conférés à l'ART, régulateur très très puissant, hein, bien plus puissant que ce que j'ai pu voir dans d'autres pays, et qui a notamment son mot à dire, puisque j'ai dû présenter une épreuve fin janvier auprès de l'ART, qui a son mot à dire sur la nomination et sur la révocation du président directeur général de SNCF Réseau. Donc, je vous répète, je suis légaliste, nous nous en tiendrons aux textes, tous les textes et que les textes. Mais alors, au-delà de ça, si vous me le permettez, Monsieur le Président, je voudrais partager un élément de réflexion avec vous sur cette fameuse organisation ferroviaire qui fait couler beaucoup d'encre et énormément de polémiques dans toute l'Europe déjà depuis les premières directives de libéralisation ou en tout cas de séparation du réseau et du restant des opérations depuis 90 ou 91, si mes souvenirs sont bons, les premières directives européennes. J'ai eu l'occasion dans mon ancienne vie de vivre dans 2 systèmes d'organisation en 15 ans. Pendant les 9 premières années, j'étais dirigeant du gestionnaire d'infrastructure dans un système de holding, où il y avait une holding, un gestionnaire d'infrastructure et puis un opérateur ferroviaire. Et puis, le gouvernement belge de l'époque, en 2013, a considéré que ce système dysfonctionnait, parce qu'il y avait pas mal de conflits essentiellement entre la holding et l'opérateur ferroviaire. Deuxièmement, que la holding était une structure extrêmement coûteuse qui n'apportait pas beaucoup de valeur ajoutée. Et donc le gouvernement a à l'époque souhaité simplifier ce modèle. Et donc à partir du 1er janvier 2014 jusqu'à la fin de mon ancienne vie, j'étais dans un modèle où j'étais totalement indépendant, plus de société holding au-dessus, et dans un système qui rapportait directement au ministre où je rapportais directement au ministre des Transports. Ce que je vois aujourd'hui dans le fonctionnement du groupe SNCF Nouveau Système depuis 3 mois, c'est que ce système a permis de bien faire fonctionner le très haut niveau d'intimité qui existe, d'intimité technologique, qui existe dans les chemins de fer entre la partie infrastructure et ce qui bouge, donc le train. J'ai eu l'occasion de commencer mon parcours professionnel comme officier de marine, métier que je n'ai pas fait longtemps, mais suffisamment longtemps pour constater que le degré d'intimité technologique entre un navire et les ports qu'il fréquente, il est très bas, ce niveau d'intimité. C'est juste le tirant d'eau et 2 ou 3 éléments de communication radio. Idem pour le secteur routier, où le niveau finalement d'intimité technologique entre les deux est relativement faible. Dans le rail, il est extraordinairement important et complexe en plus. Et donc, je pense, j'ai la conviction personnelle que le modèle qui a été finalement choisi par la France permettra de marier l'eau et le feu,
c'est-à-dire d'une part d'avoir un excellent niveau de collaboration et de concertation qui est requis à cause de ce haut niveau d'intimité technologique entre l'infrastructure et ce qui roule, d'une part, et d'autre part, maintenir l'ambition de libéraliser le secteur et d'attirer de nouveaux opérateurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, SNCF Réseau a tout de même 42 clients sur ces rails. Ce n'est pas négligeable. Alors, je reconnais que c'est moins que l'Allemagne, mais comparé à de nombreux autres pays européens, on peut tout de même dire que la France est assez avancée dans la libéralisation de son système de transport ferroviaire et même au-delà de transport public. Et donc peut-être pour tout de même vous rassurer sur cette indépendance, moi j'ai l'intention d'exercer les prérogatives qui me sont confiées par le système de gouvernance ferroviaire française, de les exercer de manière professionnelle, c'est-à-dire en étant attentif à toutes les dispositions de droit qui me sont applicables, sans en oublier aucune. Vous avez évoqué le sujet que je souhaite préciser, parce que j'ai bien utilisé le terme de consolidation financière avec la société mère, et pas l'immixtion possible de la société mère dans des décisions d'investissement de SNCF Réseau. Donc je pense que cette nuance est très importante. J'ai parlé de consolidation financière, puisque SNCF Réseau fait partie du groupe public unifié. Il y a des obligations de droit financier, de droit économique qui s'appliquent, je dirais, de manière naturelle et automatique, comme ça s'appliquerait dans n'importe quel groupe d'entreprise. Le capital de SNCF Réseau, en vertu de la loi, est à 100% détenu par SNCF Maison Mère. Et donc, il est non seulement logique, mais aussi simplement légal que SNCF Réseau soit consolidé dans, je dirais, le bilan consolidé de la société mère. Et c'est à ce titre que j'ai voulu dire que les pertes que nous avons réalisées malheureusement dans la crise Covid, plus le fait que même après reprise de la dette en 2 étapes, le cash flow de SNCF Réseau va rester très négatif si nous ne faisons rien à l'horizon 2024. Bien, si nous ne faisons rien, de manière automatique, ces déficits de cash flow seront consolidés avec le cash flow consolidé de la maison mère et aussi avec la dette consolidée de la maison mère. Votre troisième question sur comment est-ce que vont être reprogrammés les travaux suite à la crise Covid, la réponse est simple, l'exécution est plus compliquée. La première réponse que je voulais vous faire, c'est que l'intention du conseil d'administration et du management, c'est évidemment de mettre en œuvre, d'exécuter tout le budget 2020 tel qu'il a été voté par le Conseil en novembre-décembre. Et nous faisons pour l'instant l'impossible avec toutes les équipes de terrain pour reprogrammer les travaux qui ont dû être déprogrammés pendant ces 2 mois. Et là, le sujet, je dirais pour une fois, profitons-en, pour une fois, le sujet n'est pas financier ou économique, c'est plus un sujet de disponibilité des voies, puisque nous souhaitons évidemment accorder la priorité d'abord au client final, que le client soit voyageur ou qu'il soit fret. Et donc, SNCF Réseau, elle, pour la capacité qu'elle mange sur le réseau pour réaliser ses travaux, doit programmer ça très longtemps à l'avance. Et ça, c'est le handicap dans lequel nous nous situons pour l'instant. En toute humilité, c'est un sujet vraiment complexe sur le plan opérationnel. C'est que nous avons perdu des sillons ou des slots en masse pendant ces 2 mois, avec même parfois des week-ends prolongés. Vous savez que les week-ends prolongés sont pour nous systématiquement, je dirais, l'occasion de réaliser des travaux qui nécessitent plus que 2 jours à être réalisés. Donc, pour les slots, pour les sillons qui ont été perdus sur des périodes difficiles à reprogrammer, nous sommes en discussion pour l'instant avec nos clients parce qu'évidemment, nous ne pouvons pas faire ça d'autorité. Nous devons nous concerter avec nos clients pour reprogrammer des périodes auxquelles ils seront dérangés le moins possible.
Alors, je partage tout à fait votre analyse que vous avez faite en quatrième point de votre intervention et la comparaison que vous faites avec le monde hospitalier. Quand on commence à tout découper, à un moment donné, effectivement, on ne voit plus la finalité de ce qu'on fait. Tout est une question d'équilibre en chemin de fer. SNCF Réseau, en bonne intelligence d'ailleurs avec le restant du groupe, va être extraordinairement attentive à la question des territoires. Et donc, même s'il est clair qu'en économie des transports, quand on affecte 1 euro au chemin de fer, eh bien, le mieux, c'est qu'il profite au plus grand nombre de contribuables qui sont aussi des clients, évidemment. Mais la définition du service public, c'est qu'on doit être capable aussi de tenir compte des zones qui sont moins bien desservies ou qui sont plus retirées. C'est ça, le service public. Et fondamentalement, nous sommes une entreprise de service public qui veut être utile aux Français. Et donc, même si, je dirais, le discours d'économie des transports tendrait à affecter les deniers vers le réseau qui est le plus parcouru, nous souhaitons, malgré tout, avoir une attention très soutenue pour la logique des territoires et donc avoir une attention aux lignes de desserte fine du territoire. Et puis en point 5, vous avez fait le parallélisme entre le contrat de performance et le contrat CDG. C'est quand même 2 contrats très différents, dans la mesure où le contrat CDG est un contrat d'objectifs très spécifiques pour réaliser un projet. Le contrat de performance est un contrat beaucoup plus global et qui en plus a des clauses de revoyure, puisque c'est un contrat qui porte sur une période de 10 ans, mais qui est revolving. Alors pardonnez-moi pour mon mauvais français, mais c'est donc revu tous les 3 ans sur une période de 10 ans. Et donc là, l'idée n'est bien entendu pas de ne pas respecter les clauses du contrat de performance en cours, mais il est en rediscussion. C'est très différent de la discussion, ou en tout cas, pardon, du contrat Charles de Gaulle Express. Et puis par rapport au personnel et au Covid, eh bien, le salaire des cheminots il a été maintenu pendant toute la période avec les éléments de variables hors contrainte terrain. Donc nous sommes dans une situation qui pour l'instant est stabilisée à cet égard et évidemment en dialogue permanent avec les organisations qui représentent le personnel. Voilà, Monsieur le Président, pour les éléments complémentaires de réponse que je pouvais apporter. Merci, Monsieur le Président. Je ne peux pas m'empêcher de reprendre la parole sur la question de la gouvernance, quand même. Parce que la question de la gouvernance, ça a été un point très important du débat parlementaire, et j'y reviens parce que vous avez dit les textes, rien que les textes. Il y a les textes et il y a aussi la volonté du législateur. Et dans les débats qu'on a eus, on a bien souligné le fait qu'il ne pouvait pas y avoir d'ouverture à la concurrence sans une réelle autonomie d'SNCF Réseau. Et nous avions d'ailleurs eu l'engagement, et vous n'y êtes évidemment pour rien, notamment que nous aurions des représentants du Parlement au sein des instances dirigeantes de SNCF Réseau. Cet engagement du gouvernement n'a pas été tenu. On nous a promis, à défaut, qu'on serait dans un vague comité des partis, qui n'est d'ailleurs toujours pas constitué. Vous avez également dit que nous avions un régulateur très puissant, et je me félicite, et je crois que mes collègues le font avec moi, de la qualité et du travail qui est effectué effectivement par l'ARAFER, devenue l'ART. Mais il ne sert à rien qu'il émette des recommandations si le gouvernement s'assoit dessus. Et Dieu sait que sur la question notamment de l'autonomie, il y a eu des remarques très sévères que nous avons repris à notre compte en commission quant aux fameuses ordonnances sur la gouvernance. Lesquelles ordonnances sur la gouvernance devaient, et là aussi nous avions un engagement très ferme du gouvernement, devaient être débattues au Parlement pour qu'on puisse vérifier l'adéquation entre l'objectif d'autonomie et les moyens mis en œuvre. Le débat n'a jamais eu lieu. Donc vous n'y êtes pour rien. C'est le gouvernement qui, une fois de plus, a failli et a manqué à sa parole sur le sujet. Mais je ne peux pas rester sans réagir quand j'entends dire que finalement, en ce qui concerne l'autonomie des SNCF Réseau, le compte serait, on y serait pour notre compte. Non, malheureusement, on a été, je ne vais pas dire qu'on a été roulé dans la farine, mais je le pense vraiment. Vous n'y êtes pour rien, mais je tenais à le dire parce que vraiment, c'est une énorme déception
de ce texte, sur lequel on s'est beaucoup impliqué avec le rapporteur Didier Mandelli et l'ensemble des collègues qui sont là ce soir, et vraiment sur la question de l'autonomie qui est indispensable à une véritable ouverture à la concurrence, on a plus que des inquiétudes. Je souhaitais le rappeler. Monsieur Gontard. Merci Monsieur le Président, Monsieur le PDG de SNCF Réseau. Je voudrais d'abord saluer le travail et l'implication des équipes de SNCF Réseau pendant cette période. On peut comprendre les difficultés liées à la crise sanitaire. Durant la période de confinement, la SNCF a adopté un plan extrêmement réduit de circulation et une quasi-arrêt des travaux. Il y a aujourd'hui forcément des inquiétudes sur la reprise et un retour rapide à la normale. Si je prends un exemple que je connais bien avec l'étoile ferroviaire grenobloise, des travaux avaient enfin été programmés avec des financements État-région, que ce soit sur Grenoble-Lyon ou Grenoble-Veynes. Et donc vous avez déjà répondu de manière générale, mais si vous pouviez repréciser en fait comment vous allez prioriser le redémarrage de ces travaux. Pouvez-vous nous assurer que l'ensemble des travaux programmés avant la crise seront bien maintenus? Et avez-vous clairement les capacités de faire face à ce décalage sans remettre en cause des projets déjà validés? Et puis de manière plus générale, ça a déjà été rappelé, mais le ministre Djebbari avait annoncé lors de la présentation du rapport Philizot que des négociations avaient lieu avec les régions sur les fameuses classifications des lignes du quotidien, les fameuses lignes 8.7 à 8.9, avec une classification SNCF, État, région-État ou 100% région. Des plans d'action ont été signés avec certaines régions. Donc, je voulais savoir si vous pouviez nous dire un petit peu où en étaient ces négociations et plus particulièrement si vous aviez des éléments sur les discussions avec la région Aura. Et puis une question sur les trains de nuit. Il reste actuellement 2 lignes intérieures en train de nuit. C'est pourtant une alternative, on le sait, efficace au transport aérien et un moyen de désenclavement. Le train de nuit fait-il donc partie de vos priorités? Je pense notamment à la continuité des sillons, puisqu'on a souvent cette problématique pour pouvoir maintenir les trains de nuit. Et pouvez-vous nous confirmer la reprise de la circulation du Paris-Briançon dès le mois de juillet, puisque c'est une annonce qui a été faite, mais j'aimerais si vous pouviez nous la confirmer. Et puis pour terminer, nous payons aujourd'hui une politique d'absence d'entretien des lignes, vous en avez un petit peu parlé, avec des rénovations complètes, souvent plus coûteuses et importantes pour le maintien du trafic. Et donc, est-il envisagé de revoir cette doctrine avec des entretiens plus réguliers? Et dans ce sens, concernant l'aspect environnemental, vous vous étiez engagé à trouver une alternative au glyphosate sous 1 an, je crois, après la loi Labbé. Donc, pouvez-vous nous donner des échéances et la méthode retenue pour ces alternatives au glyphosate sur l'entretien des voies? Merci. Merci, Monsieur Gontard. Monsieur de Nicolaï. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes questions vont être un peu dans le sens de notre collègue Gontard et Chevrollier. La première, c'est sur ces contrats entre la SNCF Réseau et la région. Le ministre, en effet, nous a annoncé que dans certains cas, c'était SNCF Réseau qui reprenait à 100% les lignes secondaires, enfin si on peut les appeler les lignes secondaires, les lignes plutôt régionales, et dans d'autres cas, c'était avec une convention. Notamment sur la ligne à Caen, Alençon, Le Mans-Tours, le ministre nous a dit que normalement SNCF Réseau devrait reprendre à 100% cette ligne. Si c'était le cas, alors qu'il y avait des discussions qui étaient engagées avec la région, est-ce que les calendriers de réfection de la ligne qui est absolument nécessaire auront lieu dans les temps voulus ou s'il faut attendre encore plus? Et ma deuxième question, qui rejoint celle de Guillaume Chevrollier sur les nuisances, l'année prochaine, ça sera l'année européenne du rail, d'après ce qu'on a cru comprendre, que le problème environnemental et notamment le problème des nuisances sonores sur les lignes à grande vitesse et avec l'ouverture à la concurrence sera probablement abordé. Est-ce que d'ici là, je l'espère, la SNCF Réseau aura trouvé des solutions pour permettre aux riverains qui ont été, je le reconnais, pendant 2 mois et demi extrêmement agréablement surpris du calme qui existait sur les bords de ces lignes, mais est-ce que SNCF Réseau va réfléchir notamment à des protections environnementales de ces lignes à grande vitesse? Merci. Merci, Monsieur Gillet. Si ça marche, oui, voilà. Très bien. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président Directeur Général. À l'écoute des différentes questions et de vos réponses, on peut quand même être relativement inquiet par rapport à l'approche budgétaire parce que j'ai le sentiment qu'on est encore dans le monde d'avant, puisque quelque part, quand vous parlez du pacte ferroviaire, vous soulignez que vous êtes inscrit, bien sûr, dans le cadre des objectifs, mais que vous attendez une éventuelle révision.
à moyen terme, mais qu'il n'y a pas aujourd'hui de vision stratégique compte tenu des nouvelles contraintes imposées, bien évidemment, par la crise du Covid. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, vous allez avoir donc une diminution très importante des recettes. Vos clients, les compagnies clientes aujourd'hui seront particulièrement affaiblies. Donc cette diminution de recettes sera particulièrement importante. Vous soulignez aujourd'hui que votre politique des moyens vous permet tout juste de maintenir en fait à niveau un ensemble d'équipements. Donc l'ambition que nous pourrions attendre aujourd'hui sera forcément particulièrement limitée. Sur ce plan d'ailleurs, par rapport aux questions de Michel Vaspart, vous êtes resté très évasif par rapport à une approche plus stratégique en termes de développement de l'intermodalité et notamment les moyens qui pourraient être accordés pour améliorer la qualité logistique du réseau aujourd'hui, avec les couplages que nous pourrions attendre, notamment au niveau des ports et des ports maritimes. Donc vous restez très évasif sur ces sujets-là. On ne voit pas quels sont les objectifs et la stratégie à court et moyen terme. En d'autres termes, il n'y a pas aujourd'hui, il me semble, une vision véritablement prospective au travers de la crise des grandes difficultés financières que vous allez vivre et que vous subissez déjà en partie. Donc est-ce que vous pouvez m'éclairer sur ces différents points ? Merci Monsieur Gillet. Je propose de répondre à ces trois questions, enfin ces trois interventions plutôt. Alors, Monsieur Gontard, donc comment on va prioriser le redémarrage des travaux? En réalité, cette priorisation a déjà eu lieu et est en cours d'exécution. On a, pendant la crise Covid, on a utilisé le temps d'un arrêt assez important des trafics voyageurs, essentiellement, pour très rapidement réfléchir à comment est-ce qu'on allait redémarrer et prioriser les chantiers. On avait fixé 4 catégories pour redémarrer ces chantiers. La catégorie la plus prioritaire étant celles qui permettent de continuer à acheminer les trains stratégiques d'approvisionnement du territoire, donc les trains fret, y compris pendant la crise Covid. Et la catégorie, entre guillemets, la moins prioritaire, je rappelais qu'on était en pleine crise Covid, la catégorie la moins prioritaire, c'était le redémarrage des très grands chantiers d'extension de capacité, parce que ces chantiers-là ne touchaient pas, je dirais, le client du quotidien, ni le client stratégique. Donc, sur la priorisation du redémarrage des travaux, en fait, c'est tous ces chantiers ont été, à l'heure où nous parlons, redémarrés. Je vous ai indiqué dans mon introduction que, à date, 85% des chantiers ont redémarré et on sera à 100%, donc de nouveau en pleine capacité de travaux au grand plus tard fin juin. Et donc, si on regarde non seulement les travaux, mais aussi la réouverture du réseau, on avait pris l'engagement que dans les 48 heures de la date du début du déconfinement, le réseau structurant serait entièrement réouvert, et ça a été le cas. Et je dirais dans la semaine, plus de 80% des lignes de desserte fine du territoire étaient également réouvertes. Et puis dans le mois, la quasi-totalité a été réouverte. Donc cette priorisation, on a reçu, je dois vous dire, les équipes ont reçu pas mal de remontées positives de la part de nos clients. Donc on pense que cette stratégie de déconfinement a donné lieu à une satisfaction de nos clients. Alors un bémol là-dessus, c'est évidemment que nos clients en fret, qui ont eu la liberté, entre guillemets, de circuler avec un trafic voyageur qui était extraordinairement réduit, la qualité des sillons fret par voie d'entraînement a été exceptionnelle pendant ces 2 mois et demi. Et la difficulté qu'on a pour l'instant, c'est de continuer à satisfaire les clients fret avec un trafic voyageur, évidemment, qui maintenant a déjà redémarré à plus de 50% et qui va être ramené en régime de croisière dans les prochaines semaines. Alors, sur la capacité de certains projets à être réalisés, mais je pense en fait, sur ce sujet, que la crise Covid a été simplement une séquence de 2 mois et demi, pendant laquelle l'exécution des projets a été retardée.
notre volonté vraiment très affirmée est que le programme 2020 des travaux et chantiers soit réalisé, avec la limitation que je viens d'indiquer en réponse à une autre question, c'est-à-dire que pour les chantiers, le budget 2020, ce n'est pas tellement la limite budgétaire qui compte, c'est surtout en fait la capacité de reprogrammer certains travaux sur des séquences horaires qui ne dérangent pas les clients voyageurs ni les clients fret. Alors vous avez évoqué la question des discussions avec la région Aura. Moi, je voudrais vous y répondre de manière globale. Dans la stratégie qui est menée par le groupe, très conceptuelle sur les régions, c'est-à-dire que les territoires est vraiment une des toutes grandes priorités du groupe SNCF et de SNCF Réseau. On a réentamé immédiatement, dès la nouvelle gouvernance, un dialogue intense avec les régions, non seulement au travers de Régions de France et en particulier la Commission Mobilité des Régions de France, mais aussi dans un contact personnel. Alors pour l'instant c'est distanciel, hein, c'est en digital. Je suis occupé à faire le tour, je dirais, des présidents et des vice-présidents de région. Et dans la nouvelle stratégie de SNCF Réseau qui devrait être prête d'ici la fin de l'année, il y aura un volet territorial et stratégie ferroviaire régionale important, donc pour la partie infrastructure, qui sera spécifiquement traité dans ce plan stratégique. Sur les circulations Paris-Briançon, je ne vais pas vous répondre parce que c'est surtout en fait un sujet d'opérateurs ferroviaires, donc je préfère ne pas m'exprimer à leur place. Et s'agissant des alternatives au glyphosate, bon, je ne vais pas vous embarquer dans de grandes discussions techniques. Les alternatives au glyphosate, la difficulté, c'est que tant sur le plan de la mise en œuvre, donc les techniques de mise en œuvre, que sur le plan des produits qui sont utilisés, ça représente des surcoûts très importants. Alors évidemment, comme nous voulons nous inscrire pleinement dans la stratégie de transition écologique du gouvernement, on ne va évidemment pas se plaindre de mesures qui ont été prises en cette matière, mais par contre, les contraintes et les surcoûts très très importants que ça donne pour l'entretien et la maintenance d'un réseau qui, je le rappelle, fait près de 48 000 km de voies, ben, ça a des conséquences qu'il est impossible d'absorber sur les finances propres de l'entreprise. Il n'y a aucun programme de productivité qui peut absorber des surcoûts d'une telle nature. Et donc là, l'enjeu, c'est de voir comment est-ce que ces surcoûts vont être financés. Vous pouvez nous donner une idée du montant de ces surcoûts ? Vous nous dites qu'ils sont de mémoire, mais je vous considérable. confirmerai ça par écrit parce que je voudrais être sûr de ne pas me tromper. C'est plus de 100 millions d'euros en tout cas, en base annuelle. Sur excusez-moi ma distraction, mais on me dit ici que pour Paris-Briançon, il y aurait confirmation pour la reprise en juillet, mais encore une fois, je préfère ne pas m'exprimer à la place de mes collègues, donc je pense que c'est mieux de leur poser la question. Alors, sur la protection environnementale des lignes à grande vitesse, oui, évidemment, on va faire le maximum de ce qui est possible de faire. C'est une réponse à la question de M. Nicolaï. Et sur les contrats réseau SNCF Région en exécution des lignes de desserte fine du territoire, alors à l'heure actuelle, ce sont surtout des conventions qui lient le gouvernement avec les régions concernées. Sur une ou deux lignes, on est occupé à réfléchir au financement, mais pour le reste, la discussion sur le financement est en cours, donc je ne peux pas vous donner malheureusement à l'heure actuelle plus de détails là-dessus. Et puis, alors Monsieur Gillet, vous vous interrogez sur la nouvelle vision stratégique post-Covid. Alors, on est occupé, on est en fait dans une séquence qui est un petit peu compliquée. Je vais vous expliquer pourquoi.
mon prédécesseur a mis en place un plan stratégique qui s'appelle Nouvelle Ère. Donc, il a sûrement eu l'occasion de vous parler ici en commission. C'est un plan qui est en fait un plan qui vise l'industrialisation des activités de SNCF Réseau et qui était conçu à une époque où il n'y avait pas encore les textes sur l'organisation du groupe SNCF. Donc on était dans un contexte d'EPIC SNCF Réseau. Et d'autre part, où on ne sait pas ce que nous savons aujourd'hui sur les implications de la crise Covid, la grève avec de très lourds impacts qui a eu lieu en décembre, janvier. Et donc, ce que je suis occupé à faire avec l'équipe, c'est de penser à un nouveau plan stratégique d'ici la fin de l'année qui préserve les acquis industriels de Nouvelle Ère et qui ajoute un certain nombre de dimensions, notamment sur l'humanisation de l'entreprise, qui intègre aussi un certain nombre de contraintes qui n'étaient pas prévisibles à l'époque, hein, on parle de 2 ans, 2 ans et demi, et qui insère aussi, pour la partie non liée aux fonctions essentielles ou aux décisions d'investissement, qui s'intègre de manière élégante, tout en préservant l'indépendance de SNCF Réseau, à une dynamique du groupe SNCF. Et donc, cette nouvelle vision stratégique, c'est pas seulement post-Covid. En fait, le premier jour où je suis arrivé à SNCF Réseau, début mars, j'y ai directement pensé avec l'équipe. Et entre-temps, le fait neuf, c'est qu'elle intégrera évidemment les effets de la crise Covid. Et j'espère avoir le plaisir de vous présenter ça, Monsieur le Président, d'ici à la fin de l'année ou au grand plus tard, début 2021. Donc, vous éclairez sur la stratégie post-crise. Je ne suis pas sûr qu'il y aura de très grandes inflexions stratégiques à proprement parler. Par contre, il y aura peut-être, je le souhaite, dans le bon sens, des inflexions budgétaires qui permettront de donner de la puissance et de l'intensité à cette stratégie de mobilité ferroviaire. Merci beaucoup. Dernière question, Monsieur Dantec. Je serais étonné qu'il ne revienne pas sur le glyphosate. Oui, merci Monsieur le Président. Peut-être en commentaire, je trouve 100 millions d'euros pour se passer du glyphosate, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc je crois qu'on sera curieux de comprendre comment vous chiffrez un tel surcoût alors qu'on demande à l'ensemble des acteurs. Et comme j'ai quand même piloté la sortie du glyphosate dans une grande ville, on n'était quand même pas sur des surcoûts pareils. Donc je serais curieux du détail de votre calcul sur un tel surcoût, mais je crois qu'on est quand même tous conscients qu'il faudra à un moment sortir du glyphosate. Je pense que vous avez entendu le message de l'État et de la société. Par rapport à ce que vous venez de dire sur la stratégie, donc on entend bien qu'on vous auditionne un peu tôt. Mais du coup, vous entendrez nos messages. Et vous venez de le dire, finalement, il y a peut-être des opportunités liées à la crise Covid, comme dans chaque crise, et notamment peut-être de l'argent disponible pour le fret. Puisqu'on voit bien que l'enjeu climat n'a pas été oublié cette fois-ci, en tout cas au moins dans les discours par les grands dirigeants européens sur les politiques de sortie de crise, qu'on a obligatoirement, si on veut tenir nos objectifs climat, à ramener vers le rail une partie du fret routier, nous le disons, d'intervention en intervention. Et donc ma question serait de savoir si dans ce plan que vous préparez, vous intégrez peut-être des opportunités de financement nouvelles, BEI, BCE, de l'argent à pas cher, voire se rapprochant du taux zéro, avec du coup des temps d'amortissement extrêmement longs, des 50, 60 ans, qui permettraient, et ça fait, y compris écho à ce que disait Michel Vaspart au début, le fait de mettre sur la table une stratégie d'infrastructure fret cohérente avec les ports, avec les grandes radiales, notamment la traversée entre le nord et le sud de l'Europe. Est-ce que ça, c'est dans votre réflexion aujourd'hui, y compris dans l'analyse des opportunités de financement nouveaux qui pourraient venir dans le plan de relance européen? Merci beaucoup. Avant de vous laisser répondre à M. Dantec, j'aimerais quand même revenir un instant sur
le coût de la crise sur SNCF Réseau, parce que vous nous avez dit que vous ne pouviez pas nous donner de chiffres. Je n'ose imaginer que le président d'une entreprise comme SNCF Réseau n'ait pas la moindre idée de l'impact financier de la crise Covid près de 3 mois après son déclenchement. M. Farandou avait parlé de 2 milliards quand on l'a reçu début mai sur l'ensemble du groupe. Qu'est-ce que ça représente sur SNCF Réseau? Donnez-nous non pas un chiffre à la virgule près, mais donnez-nous un ordre de grandeur. Je crois que la représentation nationale peut être informée. Alors en ordre de grandeur, et pour vous expliquer pourquoi est-ce que ce chiffre n'est ni stabilisé ni définitif, c'est parce qu'on calcule un impact qui tient compte, donc impact sur l'année 2020, 2021 et 2022, puisqu'il y a énormément de facteurs qui jouent, et notamment l'alimentation du fameux fonds de concours, qui lui-même, alimentation du fonds de concours, repose sur les dividendes qui peuvent être réalisés par l'activité voyageur, et en particulier l'activité TGV, dividendes qui, vous vous en doutez, risquent de s'écraser vu le très faible niveau d'activité voyageur pendant ces 2 mois. Alors, cet impact cumulé sur l'année 2020, 2021 et 2022, je m'exprime avec prudence, à certaines hypothèses de retrouver un niveau à 100% du trafic voyageur, il est évalué pour l'instant entre 700 et 800 millions d'euros, one shot. Ça veut dire quoi one shot? Ça veut dire que quand on a pris l'effet en 2020, en 2021 et en 2022, après, on a retrouvé le niveau, j'espère, normal des circulations voyageurs. Et au fait, à ce moment-là, cet impact, il se traduira dans les comptes annuels de l'entreprise pour ces années avec un impact cumulé sur la dette. En dehors de cela, et ça c'est pas lié à la crise Covid, indépendamment de la reprise de la dette en 2 phases, au 1er janvier 2020 et au 1er janvier 2022, on est plusieurs centaines de millions d'euros à côté de l'objectif de stabilisation du cash flow de l'entreprise en 2024. Et donc, Monsieur le Président, même si ces chiffres reposent sur certaines hypothèses, et même si je m'exprime avec prudence parce que il y a encore aussi des effets positifs et des effets négatifs là-dedans, simplement, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la situation financière de SNCF Réseau, par rapport à un équilibre, on est très 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 loin de compte, et que donc il faudra des discussions intenses et une force de conviction que j'espère la plus persuasive possible pour faire en sorte que les arbitrages à réaliser se traduisent par des suppléments de financement et pas par des réductions de fonctionnalités du réseau. Alors par rapport à la question... Donc juste pour bien comprendre, Monsieur le Président, vous êtes en train de nous dire que l'objectif d'équilibre financier en 2024 ne sera pas atteint? Ah non, ça je ne vous ai pas dit, parce que depuis le passage en société anonyme, et ça c'est un élément de réponse que je voulais apporter à une des questions de M. Dantec qui parle de l'argent à taux zéro, tout ça fait partie d'une grande équation qui a changé il y a 2 ans, parce qu'il y a environ 2 ans, Eurostat, qui est l'organisme européen qui s'occupe de la classification et du contrôle et de l'établissement des comptes publics des États européens, Eurostat a décidé, pour tous les pays membres, que le périmètre financier des gestionnaires d'infrastructures en Europe serait consolidé avec le périmètre des finances publiques des États concernés. Cette décision-là a un impact tout à fait majeur sur la politique d'investissement qu'on peut avoir. Je vais vous citer un exemple tout de suite, d'une part. Et d'autre part, bien entendu, sur la manière avec laquelle l'État français, dans ce cas-ci, mais les États partout en Europe, regardent les comptes du gestionnaire d'infrastructure. Alors, je vous donne un exemple. Dans mon ancienne vie, avec toute une équipe de management, on est parvenu en 12 ans à réduire le nombre de postes d'aiguillage de 365 à une dizaine, ce qui a permis de réaliser des gains de productivité vraiment substantiels. Mais pour faire ça, il faut bien entendu amorcer la pompe de l'investissement.
concentrer les postes d'aiguillage, qui est un des 2 grands projets que je souhaiterais lancer pour la rationalisation de l'outil industriel du réseau français, vous démarrez les 3 ou 4 premières années avec, on pompe énormément dans le cash flow parce qu'il faut construire de nouveaux bâtiments, il faut concentrer les installations, il faut déplacer des câbles, voire remonter des câbles de signalisation alors que vous avez plus de 15 000 trains qui circulent tous les jours en France. Donc ce sont des investissements gigantesques qui sont productifs, à condition qu'on soit d'accord d'investir au début, les 3-4 premières années, sans en voir l'effet positif. Et puis après, les cash flows négatifs que vous avez au début de la courbe, au bout de 3-4 ans, les effets positifs commencent à se faire sentir. Et puis sur les années qui suivent jusqu'à 40-50 ans, je dirais jusqu'à vitam aeternam, quand vous avez fait un projet pareil, vous en recueillez les bénéfices parce qu'évidemment, le personnel qui travaille dans ces fonctions de contrôle de trafic, ils le font de manière beaucoup plus centralisée. Ce n'est pas qu'ils travaillent plus, ils travaillent de manière beaucoup plus efficace parce qu'on leur a mis un outil industriel qui est beaucoup plus efficace entre les mains. Mais donc dans la mesure où maintenant Eurostat consolide tout, ce qui a été fait dans mon ancienne vie, c'est-à-dire de pouvoir dépenser, de réaliser ces investissements sur fonds propres en faisant un peu de dette au départ et puis en récupérant, eh bien, c'est plus possible, sauf si, évidemment, l'État, et en particulier dans ces États européens, le ministre qui est chargé des comptes publics, est d'accord d'avoir cet effet un peu de bulle de dette transitoire et puis d'en recueillir les bénéfices. Et donc, je relis à votre question, Monsieur Dantec, à savoir argent à taux zéro. En réalité, aujourd'hui, le taux d'intérêt implicite sur la dette de SNCF Réseau, qui est aujourd'hui gérée au niveau de la maison mère, il est déjà relativement bas. Donc, en fait, ce n'est pas une question vraiment de charge financière, même si tant que ce n'est pas zéro, ça pèse évidemment sur les comptes. Mais c'est qu'une dette, même quand elle est à taux zéro, la caractéristique d'une dette, c'est qu'elle doit quand même être remboursée. Et c'est ça le nœud du problème. C'est comment trouver les ressources pour rembourser la dette. Et donc, moi je dirais, simplifions le schéma. Puisque de toute façon, toutes les dépenses qui sont faites au sein de SNCF Réseau aujourd'hui sont consolidées dans le périmètre des finances publiques de l'État, le sujet n'est plus tellement un sujet d'endettement ou de désendettement de SNCF Réseau ou de dépenses SNCF Réseau. Le sujet, c'est un sujet de quel transfert d'argent sur une base annuelle l'État veut bien ou ne veut pas bien faire pour SNCF Réseau, puisqu'en réalité, l'effet sur les finances publiques est à peu près comparable. Juste du coup, en complément, j'ai bien compris le montage financier, mais est-ce que vous êtes en capacité, y compris technique, de mettre sur la table, dans la discussion avec l'État, un projet de développement cohérent à l'échelle nationale du fret ferroviaire avec les infrastructures lourdes qui manquent sur les ports et en transversal? Est-ce qu'aujourd'hui, techniquement, c'est un projet que vous pourriez mettre sur la table? Alors, pardonnez-moi, alors j'avais mal compris cette question-là. Le sujet de l'investissement pour le fret ferroviaire est un sujet tout à fait spécifique. Et là, la question stratégique qu'il faut se poser, c'est que quand on a un réseau qui est déjà en aussi mauvais état dans sa partie la moins fréquentée, mais aussi une partie du réseau structurant, la question qui se pose, et ça fait partie du dialogue qu'on a avec l'État, est-ce qu'il n'est pas préférable de mettre les rares deniers disponibles dans la partie du réseau qui sert tout le monde et pas uniquement dans une partie spécifique? Je pose la question. Mais pour revenir sur la question de l'endettement et du fonctionnement du cycle financier, en réalité, qu'on s'endette un peu plus ou qu'on s'endette un peu moins, c'est surtout un sujet d'équilibre, de liquidité et de solvabilité de la société anonyme SNCF Réseau. Par rapport aux finances publiques, l'effet de verser un subside ou de laisser s'endetter, il est à quelques spécificités techniques près, à peu près équivalent. Alors, sur les opportunités qui sont générées par la crise Covid, je suis comme vous, je suis dans une situation d'espoir. Les détails sur les surcoûts du glyphosate vous seront bien entendu fournis. Et je crois, Monsieur le Président, j'espère avoir répondu à votre question sur l'impact financier de la crise Covid.
Merci, Monsieur le Président, d'avoir apporté ces éléments. C'est vrai qu'il demeure néanmoins beaucoup d'interrogations et beaucoup d'inquiétudes. Donc je pense qu'on aura certainement l'occasion de vous auditionner à nouveau et qu'on a toujours cette inquiétude par rapport aux conséquences financières, par rapport aux conséquences sur le programme d'investissement, par rapport à un certain nombre de sujets comme cela, et notamment les petites lignes qui sont des sujets extrêmement importants. On sait tous dans quel état est le réseau ferroviaire. On ne voudrait pas qu'il y ait des reculs encore par rapport au programme de régénération. On ne voudrait pas non plus que les efforts qui ont été faits par l'État avec la reprise de la dette ne permettent pas d'atteindre des objectifs en termes d'équilibre financier. Donc beaucoup de questions auxquelles évidemment il n'est pas encore possible sans doute de répondre en totalité. Donc on espère que dans les prochaines semaines et les prochains mois, on pourra en savoir davantage. Merci en tout cas d'avoir participé à cette audition. Voilà pour l'audition de Luc Lallemand devant la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, le PDG de SNCF Réseau qui appelle notamment l'État à investir pour l'entretien et la rénovation du réseau ferroviaire. Vous pouvez retrouver notre article sur cette audition sur notre site internet publicsénat.fr. On vous souhaite une très bonne journée sur notre antenne.